Bienvenue sur Crochet du droit, une série de podcasts d'Anticor qui muscle le droit. Dans cette série, nous allons exposer des points de droit en rapport avec la lutte anticorruption. Épisode 4. La Convention judiciaire d'intérêt public, une justice à deux vitesses. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un instrument au nom exotique, à l'acronyme complexe, la CJIP, pour Convention judiciaire d'intérêt public. Vous n'y avez peut-être pas prêté attention, mais depuis quelque temps, le terme revient beaucoup dans les journaux télévisés, à la radio et dans les médias en général. Affaire d'espionnage LVMH, affaire de pollution des eaux Nestlé, affaire Airbus en Libye et au Kazakhstan, affaire Crédit Suisse, etc. Nous allons donc revenir sur le fonctionnement de cette procédure, la CJIP, et on va tout vous expliquer. La Convention judiciaire d'intérêt public est, comme beaucoup d'inventions récentes dans le droit français, une importation des États-Unis. En raison des montants de sanctions imprévisibles dus au système de jury américain, sanctions parfois complètement disproportionnées, et en raison des coûts juridiques exponentiels des procès aux États-Unis, le droit américain a développé un système alternatif au système judiciaire classique. Les entreprises se rapprochent des procureurs en vue d'une justice négociée, derrière des portes closes, en acceptant de payer une sanction en échange d'une absence de procès. Donc pas de procédure judiciaire proprement dite, pas de mauvaise publicité des débats, et pas d'incertitude sur les conséquences économiques et financières de ces derniers pour les entreprises. Cette justice alternative est appliquée aux États-Unis depuis 1993. La France a depuis peu choisi de s'en inspirer. La CJIP est ainsi la traduction française du Deferent Prosecution Agreement américain, par laquelle des entreprises, mises en cause dans certaines infractions et notamment des infractions à la probité, signent des transactions avec le parquet pour le paiement d'amendes sans reconnaissance de culpabilité. Une des raisons pour lesquelles la CJIP a été introduite en droit français est que plusieurs grands groupes français avaient été mis en cause dans des affaires de corruption aux États-Unis et ailleurs. Or, la France était considérée dans le monde anglo-saxon comme très en retard dans la lutte contre la corruption. Avant 2000, il n'existait pas de délit de corruption international en France, comme le rappelle le juge Renaud Van Ruymbeck dans son livre « Mémoire d'un juge trop indépendant ». Les entreprises françaises pouvaient même déclarer à Bercy ce qu'on appelait à l'époque, pudiquement, leur commission internationale, c'est-à-dire leur pot de vin, pour défiscaliser l'argent de la corruption versé auprès d'intermédiaires étrangers. Jusqu'en 2015, la France fait du surplace en ce qui concerne la corruption d'agents publics étrangers. La France avait certes signé au début des années 2000 une convention OCDE interdisant aux entreprises les faits de corruption au sens large, sous la pression internationale, mais aucune condamnation pour corruption internationale en France n'était intervenue avant 2015. La France était bloquée dans un système de pensée qui considérait la corruption comme une aide au développement des entreprises à l'international. De leur côté, les États-Unis, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni avaient mis des législations anticorruption en place depuis longtemps, et leurs violations étaient sévèrement condamnées. C'est ainsi que plusieurs grands groupes français ont été épinglés, de Total à Alcatel, en passant par Alstom, qui a dû payer une amende considérable de 772 millions de dollars en 2014. Dans ce cas d'espèce, les États-Unis ont appliqué leur réglementation au titre de l'effet d'extraterritorialité et condamné d'autant plus sévèrement qu'ils estimaient que les groupes français corrupteurs n'allaient jamais être condamnés dans leur propre pays. On comptabilise ainsi jusqu'à 10 milliards d'amendes payées par les entreprises françaises aux autorités américaines jusqu'en 2014. Il est finalement apparu, aux grands groupes français comme aux autorités, qu'il leur serait plus favorable d'être soumis à un même type de justice négociée, mais dans leur propre pays. Les grands groupes ont réussi à convaincre les autorités françaises en faisant valoir que les sanctions très importantes au et par les États-Unis n'avaient comme objectif que de les éliminer en tant que concurrents des entreprises américaines en les ruinant, ce qui était un argument valable. Il faut dire que la position américaine, notamment dans le dossier Alstom, pouvait être envisagée en effet comme résultant autant de la stratégie géopolitique que de la lutte anticorruption. C'est dans ce contexte que la loi française du 9 décembre 2016, relative à la transparence et à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, crée la CJIP et introduit en France la justice négociée à l'américaine. Elle était alors limitée aux affaires de criminalité en col blanc pour les infractions de manquement au devoir de probité, spécialement visées par l'article 41-1-2 du Code pénal et leurs infractions connexes, c'est-à-dire la corruption, le favoritisme, etc. Seules les entreprises et pas les personnes physiques
peuvent en bénéficier. Depuis, pas moins de 54 CGIP ont été conclus par les parquets financiers qui mettent en avant des arguments de poids. Une justice rapide, efficace, un instrument de défense dans la guerre économique contre les entreprises concurrentes américaines, et enfin, une source d'argent pour le budget de l'État. Concrètement, comment une convention judiciaire d'intérêt public se déroule-t-elle ? Dès le stade de l'enquête, lorsque les éléments sont suffisamment caractérisés, et tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, un procureur financier peut proposer à une entreprise de conclure une convention judiciaire d'intérêt public. Cela donne alors lieu à des négociations confidentielles entre le parquet et l'entreprise mise en cause, portant sur les éléments et le montant de la sanction. Ces négociations, qui peuvent prendre plusieurs mois, se déroulent côté entreprise sous l'égide d'avocats spécialisés, très entraînés et très coûteux. Une fois les termes de l'accord ficelés, le procureur est tenu de saisir par requête le président du tribunal judiciaire compétent pour qu'il valide l'accord. Le juge invite l'entreprise, ainsi que les victimes, à une audition lors d'une audience publique. À l'issue de ces auditions, le président du tribunal donne son accord ou refuse la conclusion de la CGIP. Cette décision est insusceptible de recours. S'il refuse, l'action publique sera mise en mouvement et le processus judiciaire se déroulera de manière classique. S'il est d'accord avec la mise en place de la CGIP, l'entreprise aura 10 jours pour se rétracter, ce qu'elle n'a a priori aucun intérêt à faire. Ensuite, la CGIP ne sera pas inscrite au bulletin numéro 1 du casier judiciaire, celui qui contient l'ensemble des sanctions pénales et administratives prononcées contre une personne. L'ordonnance de la validation, la convention et le montant de la sanction sont ensuite publiés. Circulez, il n'y a plus rien à voir. En quoi la convention judiciaire d'intérêt public consiste-t-elle concrètement ? Il y a 4 éléments essentiels à retenir. 1. La convention n'emporte aucune déclaration de culpabilité de la part de l'entreprise. 2. La convention impose le versement au trésor public d'une amende d'un montant théoriquement proportionné aux avantages tirés des manquements constatés. 3. L'entreprise peut avoir à se soumettre à un programme de conformité sous le contrôle de l'Agence française anticorruption. Enfin, 4. L'entreprise peut avoir à réparer certains préjudices. Le parquet national financier et l'Agence française anticorruption se félicitent de l'introduction de la CGIP, tout comme le MEDEF et les grands groupes internationaux. Pour quelles raisons ? Du point de vue de la société, pour 2 raisons principales. Tout d'abord, la CGIP est une procédure très rapide. La justice en France manque cruellement de ressources. Le pays se trouve à l'avant-dernier rang européen sur 44 pays pour le nombre de procureurs. En France, nous avons 3,2 procureurs pour 100 000 habitants, contre une médiane de 11,2 en Europe. Un procureur français traite plus de 2000 affaires par an, contre 204 selon la médiane européenne. La hiérarchie des parquetiers a donc tout intérêt à les pousser vers des processus rapides. Pour une procédure judiciaire pouvant prendre près d'une dizaine d'années en France dans les affaires financières souvent complexes, une CGIP, qui ne nécessite des négociations que de quelques mois, peut sembler une solution avantageuse. Le parquet avance qu'il peut ainsi traiter davantage d'affaires et mettre fin à davantage d'infractions à la probité en peu de temps. Les entreprises, elles également, souhaitent vis-à-vis de leurs actionnaires être capables de clore rapidement des affaires compromettantes à l'issue incertaine. Deuxième argument, la CGIP implique une sanction pécuniaire qui alimente le trésor public. Le fait de pouvoir récupérer rapidement le paiement des sanctions financières au profit du trésor public constitue un gage d'efficacité, notamment aux yeux du grand public et du personnel politique. En ce qui concerne les entreprises, plusieurs raisons les amènent à considérer favorablement le recours à la CGIP. D'abord, c'est une procédure peu coûteuse pour elles. Les entreprises ont en effet la possibilité de négocier le montant de la sanction, ce qui est très incertain dans le cas d'une procédure judiciaire classique, pouvant faire l'objet de plusieurs instances et durer de nombreuses années. En outre, les amendes ne peuvent excéder 30% de leur chiffre d'affaires moyen annuel, alors qu'en cas de sanctions aux États-Unis, ces sociétés seraient imposées à des montants quasi illimités, déconnectés de leur chiffre d'affaires afin d'être réellement dissuasives. Enfin, avec la CGIP, les entreprises font l'économie de frais d'avocat et de conseil sur les plusieurs années que durerait un procès. Deuxième argument, la légèreté des obligations associées à la CJIP. Les obligations de mise en place de programmes de conformité, au titre des CJIP imposés en France, sont légères, voire très légères, et d'une durée maximum de 3 ans,
Alors qu'aux États-Unis, les entreprises sont soumises à des obligations strictes et coûteuses. Le groupe allemand Siemens, par exemple, qui avait dû payer une amende d'environ 800 millions de dollars aux États-Unis, s'était vu en plus imposer par les autorités américaines des obligations de transparence, d'investigation très intrusives, notamment des emails de centaines de milliers de salariés, investigations menées pendant plusieurs années par des conseils externes que l'entreprise s'était vue adjoint au quotidien et à ses frais, pour des coûts de plusieurs millions par mois. Troisième et dernier élément, la cerise sur le gâteau, la CJIP n'implique pas de mention au casier judiciaire. Les entreprises se réjouissent de ne pas avoir à signer de déclaration de culpabilité lors des CJIP et de ne pas voir leur casier judiciaire entaché d'affaires de corruption, ce qui leur fermerait les portes d'une participation aux appels d'offres publics et aux contrats avec des sociétés refusant de travailler avec des entreprises condamnées pour corruption. Alors, la CJIP constitue-t-elle une solution miraculeuse pour lutter contre la corruption ? Bien sûr que non. Et ce, pour les mêmes raisons qui la font aimer par les entreprises en France et détestée aux États-Unis. Première raison, les montants des sanctions des CJIP à la française sont en fait très peu dissuasifs. Dans l'affaire dite des traitements illégaux des eaux minérales, dans le cadre d'une CJIP signée en septembre 2024, Nestlé Waters a ainsi accepté de payer 2 millions d'euros pour qu'il soit mis fin aux poursuites. Or, comme le rappelle le journal suisse Le Temps, le bénéfice qu'aurait tiré l'entreprise du traitement frauduleux de ces eaux minérales pendant de nombreuses années avoisinerait les 3 milliards d'euros. La sanction est si légère au regard du bénéfice que l'on comprend la réaction de l'association de consommateurs Foodwatch lorsqu'elle dénonce une justice négociée qui permet à la multinationale de s'en tirer en sortant le chéquier. La CJIP LVMH, en 2021, s'était quant à elle conclue sur une amende de 10 millions d'euros, soit 0,02% du chiffre d'affaires annuel du groupe. Alors qu'elle aurait pu monter en l'occurrence jusqu'à 14 milliards au vu de son chiffre d'affaires. La CJIP Simpae en 2021 s'était limitée à une amende de 5 000 euros, alors que le seul code pénal prévoit une sanction pouvant aller au-delà de 300 000 euros pour un délit de pollution des eaux. De l'autre côté de l'Atlantique, les sanctions américaines se chiffrent en centaines de millions de dollars, voire en milliards. Airbus, en 2020, avait accepté de payer 3,9 milliards de dollars, Crédit Suisse 2,6 milliards de dollars, BNP 8,9 milliards de dollars en 2014. On voit très vite la différence de montant et d'impact. Deuxième raison, qui dit CJIP dit aussi un casier des entreprises restant vierge. Plus encore qu'une amende importante, ce qui rend le procès classique dissuasif en matière de corruption, c'est évidemment la condamnation pénale. En effet, une entreprise condamnée au pénal se verra exclure d'un grand nombre de marchés, soit de marchés publics pour lesquels elle ne pourra plus soumissionner au titre du Code de la commande publique, soit de transactions privées, puisque de plus en plus de sociétés se sont dotées d'un code de bonne conduite qui leur interdit de contracter avec des entreprises condamnées au pénal. On comprend mieux dès lors l'appétit des entreprises pour la CJIP et l'effet délétère qui s'ensuit en matière de lutte contre la corruption. Les entreprises le savent et en font d'ailleurs un argument de communication. C'est ce qu'a fait la Société Générale en 2018, qui s'était empressée de faire savoir dans son communiqué de presse à propos de sa sanction. Ce montant est intégralement couvert par la provision des litiges inscrites dans les comptes de la Société Générale. Ces accords n'ont pas d'impact supplémentaire sur les résultats de la banque en 2018. Autrement dit, on avait calculé le montant à payer pour être tranquille. Pas d'autre impact. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Troisième raison, un impact encore réduit par la non-publicité des débats. On se souvient que la négociation se déroule uniquement entre le parquet et l'entreprise et que les débats sont strictement confidentiels. Or, on peut considérer que la publicité des débats contribue au rendu de la justice pénale. Elle permet aux citoyens de comprendre les faits. Elle permet aux journalistes d'expliquer les tenants et les aboutissants d'une affaire de corruption. Enfin, la publicité contribue à l'exemplarité dans le procès judiciaire classique. Les faits sont publiquement dénoncés et publiquement sanctionnés, ce qui est l'essentiel dans la lutte contre la corruption. Quatrième raison, l'effet bis repetita. Qui signe une CJIP ne s'interdit en effet pas d'en signer une autre à l'avenir. Airbus avait signé un accord pour des faits de corruption en 2020 avec la justice américaine pour 3,9 milliards de dollars. Cet accord avait été co-signé par les justices britanniques et françaises qui recevaient une partie de la somme.
En 2022, la justice française a pourtant accepté de signer à nouveau, avec Airbus, une CJIP sur des faits, encore une fois, de corruption d'agents publics étrangers, cette fois en Libye et au Kazakhstan. Montant de la CJIP, 15,9 millions d'euros. L'effet dissuasif semble donc se faire attendre. 5e raison, la place des victimes dans la CJIP. Les victimes n'ont aucun accès à la négociation de la CJIP qui se déroule entre le seul procureur et l'entreprise. Elles ne peuvent pas s'opposer au choix d'une CJIP. Il n'y a pas davantage de voie de recours contre une CJIP. On se souvient que le journal Fakir et François Ruffin, dans le contexte de la CJIP LVMH, avaient été déboutés par la Cour de cassation qui soulignait que l'ordonnance d'homologation d'une CJIP est insusceptible de recours. La Cour avait également rejeté, à ce titre, la question prioritaire de constitutionnalité introduite par les victimes. Si les victimes peuvent tenter d'obtenir réparation en portant l'affaire devant les juridictions civiles, l'issue en sera pour le moins incertaine puisque la caractéristique de la CJIP est précisément que l'entreprise ne reconnaît aucune culpabilité et que l'action publique, qui permettrait de la démontrer, leur est par définition close. 6e et dernière raison, et ce n'est pas le moindre des dangers, la CJIP, cette justice négociée, voire achetée, est étendue à de plus en plus de domaines. Introduite en droit français en 2016, uniquement pour les faits de corruption, elle a vu depuis à la fraude fiscale, puis aux délits environnementaux. Plus loin encore, la loi prévoit qu'une CJIP peut être proposée pour des délits connexes, sans que l'on sache précisément ce que peuvent être ces infractions connexes, ce qui va à l'encontre du principe de lisibilité du droit pénal. Le journal Fakir et François Ruffin ont à ce titre, sans succès, tenté de s'opposer à une CJIP qui permettait à LVMH de mettre fin à des poursuites dans une affaire LVMH Hermès. Affaire dans laquelle le groupe LVMH avait fait appel à Bernard Squarcini, ancien directeur du renseignement intérieur, pour procéder à des écoutes illicites. Le même Squarcini avait également pratiqué l'espionnage et les écoutes illégales à l'encontre des journalistes de Fakir, et notamment de François Ruffin qui s'apprêtait à tourner un documentaire sur une entreprise du groupe LVMH. En quoi une affaire d'écoute illégale, d'espionnage d'organes de presse peut-elle être expédiée par une CJIP à laquelle les victimes n'ont pas accès ? De même, on s'interroge sur le champ d'application de la CJIP dans l'affaire Nestlé Waters, qui, comme le rappelle Foodwatch, est une affaire de violation du Code de la santé publique et du Code de la consommation, auquel la CJIP ne devrait pas s'appliquer. La justice pénale, avec l'ensemble de ses garanties, va-t-elle à l'avenir se réduire à une justice négociée et potentiellement achetée dans tous les domaines ? Pour conclure, la CJIP propose une justice derrière porte close, loin des victimes, sans effet dissuasif. Rappelons qu'en 2016, le Conseil d'État consulté sur le projet de loi Sapin introduisant la CJIP avait eu des termes très clairs, indiquant que la CJIP, je cite, « ne permettrait pas à la justice pénale d'assurer pleinement sa mission, qui est de concourir à la restauration de la paix publique et à la prévention de la récidive. » Nous y sommes. Tout de suite, on revient sur l'affaire Nestlé Waters avec Emma d'Anticorps Paris pour un entretien avec la présidente de Foodwatch France. Bonjour Ingrid. Bonjour. Vous êtes Ingrid Kragel, directrice de l'information et fondatrice de l'association Foodwatch France. Foodwatch France, c'est une ONG de défense des consommateurs et lanceur d'alerte dans le domaine alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objet de votre association ? Oui, effectivement, merci. Moi, j'ai créé le bureau de Foodwatch France, mais nous sommes une organisation européenne. Initialement, on a été créé en 2002 en Allemagne, après le scandale de la vache folle. L'ancien numéro 1 de Greenpeace International s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'ONG, un peu comme Greenpeace, sur le secteur alimentaire, qui est quand même très opaque et aux mains de puissants lobbies en Europe. Et donc, a créé Foodwatch en Allemagne d'abord en 2002. Il y a eu un bureau à Amsterdam ensuite en 2009. J'ai créé le bureau de 2013. On a aussi un bureau en Autriche et à Bruxelles. On milite pour la transparence dans le secteur agroalimentaire de façon à ce que ça bénéficie, ça profite à l'intérêt général, aux consommateurs et pas uniquement évidemment au lobby industriel. Ça veut dire qu'on est une association qui ne s'interdit absolument aucun moyen, du moment que c'est non violent, pour exposer les abus des industriels, mais aussi parfois, souvent, les manquements des décideurs politiques. On expose ça, on est très fervent de ce qu'on appelle le name and shame. Et évidemment, quand c'est dans l'alimentation,
lumière, en fait, ça les contraint souvent d'agir. On a une forte communauté en France. On a presque 1,5 million de personnes qui sont abonnées à nos newsletters qui sont gratuites. Et c'est autant de perdus qui regardent ce qui se passe sur le marché agroalimentaire, qui nous alertent et qui se mobilisent aussi sur nombre de pétitions qui parviennent parfois à des lois, à des progrès et on s'en réjouit. Alors, si on se parle aujourd'hui, c'est qu'en septembre dernier, Nestlé Waters Supply a signé une CEGIP avec le parquet d'Épinal, acceptant le paiement d'une amende de 2 millions d'euros et des travaux de restauration de petites zones naturelles pour un montant restreint d'1,1 million d'euros. Pouvez-vous nous parler de l'historique de cette affaire et surtout des faits constitutifs des infractions qui ont mené à cette CEGIP ? Ah là, ça fait beaucoup de questions dans une question. On va essayer de les prendre point par point. Effectivement, en fait, cette affaire, elle remonte à fin janvier 2024, quand Le Monde et la cellule d'investigation de Radio France ont révélé que des grands industriels, des minéraliers, avaient illégalement filtré l'eau qu'ils mettaient en bouteille. En fait, c'est complètement interdit. Il y a une directive européenne qui date de 2009 qui encadre très précisément ce qu'on peut faire et pas faire avec les eaux en bouteille. Et là, clairement, les journalistes avaient beaucoup de preuves que Nestlé Waters, mais aussi le groupe Source Alma, qui commercialise notamment l'eau cristalline, qui est l'eau la plus vendue, la plus achetée en France, avaient eu recours à différents procédés pour continuer d'écouler leurs produits en catimini. Et non seulement ils avaient fait ça, mais en plus, ils révélaient que Bercy, le gouvernement, était totalement au courant depuis plusieurs années et finalement avait masqué cette affaire aux citoyens. Donc nous, illico, on s'en est emparé puisqu'on est très experts des réglementations concernant l'alimentation et les cadres européens. Et on a sollicité les ministères en charge, qui étaient censés être au courant, qui se sont totalement abstenus de commenter, de réagir. Normalement, ils auraient dû informer les consommateurs. Quand il y a des produits illégaux sur le marché, on les retire, on les rappelle, on informe les citoyens, on informe les autres États membres qui reçoivent ces produits, on informe la Commission européenne aussi qui doit veiller à ce que tout se passe bien et que la réglementation soit appliquée. Donc, le gouvernement s'est caché derrière son petit doigt, clairement. Donc on a très vite sollicité la Commission européenne, j'y reviendrai peut-être dans un deuxième temps, et très vite, dès février, on a porté plainte contre X, qui ciblait donc l'entreprise Nestlé, l'entreprise Source Alma, et questionnait aussi le rôle des autorités qui étaient visiblement très bien informées, très au courant. On a listé 9 infractions graves à l'époque au pénal. Voulez-vous que je vous les liste ? Ah oui, allez-y. Oui. Alors, il y avait notamment l'utilisation de produits et de procédés de traitement qui modifient la composition de l'eau dans ses constituants. En fait, c'est interdit de modifier les propriétés microbiologiques et puis de vous vendre ça. C'est totalement le contraire de ce que l'étiquette affichait. C'était la même chose avec la viande de cheval, souvenez-vous, en fait. Il s'agit d'une fraude massive, c'est-à-dire qu'on vous vend du rêve et à l'intérieur, on met totalement autre chose. En fait, c'est une tromperie. Clairement, on peut pas faire ça. Donc, des informations fausses de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles du produit, je viens de le dire, la tromperie sur la marchandise, la non-conformité avec les qualités substantielles, la falsification. Donc là, on est dans une fraude massive. La fraude massive, la différence avec la tromperie, c'est que non seulement il y a une infraction à la réglementation, mais il y a aussi un gros gain économique pour l'opérateur. Il y a une tromperie des consommateurs et puis il y a cette intentionnalité. Et là, clairement, avec l'enquête des journalistes, on voyait très très bien, puisqu'ils avaient été frappés à la porte du gouvernement pour leur dire « Excusez-nous, on fait ça, mais fermez les yeux ». On voyait très bien qu'il y avait l'intentionnalité. Et cela sur une grande période de temps. Oui, à l'époque des premières révélations, on pensait que ça remontait à 2021. On verra que au fil de l'eau, si je peux me permettre l'expression, on verra qu'en réalité, avec d'autres investigations de ces mêmes journalistes, c'est Marie Dupin de Radio France et Stéphane Foucard, en fait, on va voir que ça remonte à des décennies. Et ensuite, Pascal Pascariello, journaliste de Mediapart, qui a également révélé toute l'ampleur de ça. Je continue, donc modification de la composition de l'eau, absence d'information du ministère de la Santé, en tout cas au début, c'est ce qu'on pensait. Là, c'est beaucoup plus flou. Et puis aussi, et ça c'est vraiment fondamental, absence d'information de la Commission européenne et des États membres. Il faut quand même savoir que ces produits sont commercialisés dans le monde entier, pas juste dans l'Hexagone. Et dès lors qu'on enfreint une directive, qui est la directive eau de 2009, il était essentiel de, première chose, informer via ce qu'on appelle le réseau d'alerte européen, c'est RASFF.
d'informer qu'il y avait une suspicion de fraude, en tout cas plus qu'une suspicion, puisqu'ils avaient tous les éléments à leur disposition et que les États membres puissent prendre les mesures. Or, même encore aujourd'hui, la France n'a toujours pas fait cette notification. Je le souligne parce que c'est important et j'en ai parlé lors de mon audition au Sénat dans le cadre de la commission d'enquête. En fait, du coup, les autres États membres ont un peu les mains liées, c'est-à-dire que dès lors qu'il n'y a pas eu cette notification, ils ne peuvent pas retirer les produits parce qu'il n'y a pas de notification, vous voyez, de cette suspicion de fraude ou ces infractions. Et la Commission européenne, pareil, était un petit peu embêtée parce que la France n'a rien dit, n'a rien fait. La Commission européenne nous a dit les yeux dans les yeux qu'ils avaient tout appris par la presse. Et ça, c'est vraiment dingue. C'est scandaleux. Notre plainte, je viens de vous le dire, la première en tout cas contre X au pénal à Paris, a été déposée en février 2024. Et pendant des mois, évidemment, nous, Foodwatch, nous avons beaucoup communiqué dans la presse et avec la Commission européenne, qui a accepté d'ailleurs, j'en parlerai après, de réaliser un audit en France sur base de toutes les révélations et tout ce qu'on partageait avec la Commission européenne. Pendant des mois, il ne s'est absolument rien passé. En fait, notre plainte, on demandait la désignation d'un juge d'instruction, on demandait une enquête. Il ne s'est absolument rien passé. Malgré les différentes révélations qui tombaient, Le Monde et France Info ont même révélé qu'il y avait quand même une énorme alerte concernant le risque sanitaire, etc. Il y a même le préfet du Gard, qui a dû ordonner la destruction de millions de bouteilles de Perrier. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient contaminées avec des matières fécales, enfin des choses vraiment pas réjouissantes. Et il n'avait pas ordonné ça, en fait, ces bouteilles étaient tranquillement mises en rayon par, on peut le penser, par Perrier, donc Nestlé. Donc il se passe plein de choses pendant les mois qui suivent notre plainte en 2024, mais il ne se passe rien du point de vue judiciaire. Jusqu'à ce jour où notre avocat reçoit un courrier du tribunal d'Épinal qui lui dit « Bon ben voilà, nous proposons à Foodwatch de chiffrer le préjudice subi. » Et voilà. Et en fait, on découvre à la faveur de ce courrier, finalement, que notre plainte est partie à Épinal, ce qu'on ne savait pas. On découvre qu'on nous propose, nous-mêmes, chez Foodwatch, c'est la première fois qu'on est confronté à cette proposition de CIGIP. Notre avocat était mieux informé, mais on découvre que finalement, ça consiste à mettre l'affaire sous le tapis, à mettre fin à toute poursuite pénale, aller à l'encontre de Nestlé et clore l'affaire finalement en sortant le chéquier. C'est-à-dire que Nestlé allait sortir le chéquier, combien vous voulez, on vous fait le chéquier et on n'en parle plus, terminé. Ce qui pour nous était absolument impensable parce que le problème dans toute cette affaire, c'est que justement, elle est entourée de ce voile d'opacité avec les enquêtes dans la presse et les nôtres, parce qu'on a beaucoup travaillé aussi avec des lanceurs d'alerte qui étaient très très bien informés. Mais on s'est rendu compte que ça durait depuis des décennies. D'après les rapports de Bercy, le chiffre d'affaires tiré de cette fraude est de plusieurs milliards. Donc, ils ont vendu des milliards de bouteilles dans le monde. Donc, pour nous, il n'était pas question d'accepter un chèque et qu'on n'en parle plus, terminé. D'autant plus que notre plainte initiale visait aussi le groupe Source Alma, ne visait pas que les sources du Grand Est, Épinal dans les Vosges, Perrier, par exemple, c'est dans le Gard. Voilà, donc ça, on n'en parlait plus, terminé. Et puis surtout, ça ne répondait pas non plus aux différentes infractions qu'on avait listées. Ça ne donnait pas d'éléments de réponse aux consommateurs. Et puis, finalement, les autorités, le gouvernement s'en tiraient aussi à bon compte puisqu'on ne parlait plus de l'affaire et c'était clos. Donc, il n'en était pas question. Donc, on reçoit ce courrier en juin. Et je crois, de mémoire, il me semble qu'on avait 10 jours pour réagir. C'était très serré. On avait vraiment très, très peu de temps. C'est très court. Ah oui, c'est super court. Donc, nous, il était évident d'emblée qu'en fait, il n'était pas question qu'une multinationale se croie au-dessus des lois et s'en sorte en toute impunité. On voulait aller jusqu'au procès. En fait, ce qui nous intéresse chez Foodwatch, c'est pas l'argent, c'est de faire toute la lumière sur ces pratiques et puis c'est de fondamentalement changer le système qui a permis ces fraudes qui ont perduré et de changer aussi le fait que certains ministères aient trouvé que c'était OK de donner le feu vert et de cautionner des fraudes sans en informer les citoyens, les consommateurs. Donc, c'était pas du tout ça qu'on voulait. Donc, on voulait aller jusqu'au procès pour faire toute la lumière et qu'il y ait des sanctions dissuasives et que surtout, ça questionne comment notre système aujourd'hui en France permet ce genre de choses, parce que finalement, ça déroule le tapis à d'autres entreprises qui voudraient faire pareil, et puis se dire, finalement, c'est pas grave, pas vu, pas pris, on y va tant que ça passe, et puis, si on se fait choper, on va signer un petit chèque, et voilà, on va sortir. Finalement, cette CIGIP aboutissait à une dépénalisation de l'affaire. C'était tout le contraire de ce qu'on voulait. Absolument. Parlez-nous de cet audit, justement.
Alors l'audit européen, c'était donc en février, il y a un an de cela, en février 2024, on a écrit à la Commission européenne en leur disant non mais vous avez vu ça, c'est pas possible puisque le gouvernement ne nous répondait pas et n'agissait pas, ne communiquait pas, se réfugiait dans l'opacité. On leur a demandé dans ce courrier à la Commission européenne, c'est la DG Santé pour le coup qui s'occupe de ces sujets-là et de la fraude en particulier. On leur a demandé d'organiser un SCOPA. C'est des réunions d'experts. C'est souvent eux qui décident des réglementations liées à la santé publique, aux réglementations liées à des additifs, des pesticides, enfin plein de choses. Et là, en l'occurrence, à la fraude, on leur a dit mais il est urgent que les autres États membres soient informés. Donc, ils l'ont organisé, cette réunion, à notre demande. Pas avec nous, mais du coup, la France a été obligée de venir s'expliquer devant les États membres, ce qu'elle n'avait pas fait, puisqu'elle n'avait pas du tout communiqué, elle n'avait pas notifié. Donc ça, c'était super important. Aussi, pour permettre aux autres États membres de prendre la mesure de la fraude. Et c'est super important parce qu'ils ont réalisé qu'eux aussi, peut-être dans leur pays, ils devaient investiguer puisque ces grands groupes, évidemment, ces multinationales sont présentes partout. Si on prend Nestlé, par exemple, elle possède San Pellegrino en Italie. Voilà. Et puis, bon, le groupe Sursalma aussi est présent en Allemagne, etc. Bref. Donc ça, c'était important pour nous. Qu'on provoque un débat politique et qu'il soit obligé en fait de faire la lumière. Alors nous, petit Foodwatch, on aurait bien voulu être une petite souris, mais on sait que ça jetait quand même en froid ces révélations parmi les États membres, puisque la Commission nous l'a dit après. Ensuite, on a demandé à la Commission européenne, dont le rôle, c'est de s'assurer de la mise en œuvre des réglementations. Là, on a une directive européenne eau de 2009, qu'elle est bien mise en œuvre par les États membres au niveau national, parce que c'est les États membres qui doivent la mettre en œuvre. C'est pas la Commission qui doit aller vérifier qu'elle est mise en œuvre. Et donc, elle a diligenté cet audit dès mars, très très rapidement. Elle a été super réactive, au vu de la gravité des faits quand même, et des éléments qu'on avait partagés avec elle. Et elle est venue contrôler plusieurs entreprises. On n'a pas les noms, mais bon, on voit bien les grands suspects qu'elle a pu aller vérifier. Elle est allée au niveau local, au niveau départemental, parce qu'on sait aussi qu'il y a les ARS dans le paysage, les agences régionales de santé qui ont joué un rôle avec des dossiers, des rapports, des recommandations. Voilà, il y a les DDPP, il y a les contrôleurs locaux. Enfin, c'est titanesque, en fait, les différents niveaux de contrôle et d'autorité impliqués. Et elle est allée vérifier aussi dans les ministères. Et le rapport est extrêmement sévère, extrêmement cinglant, a été publié à la veille des Jeux Olympiques en juillet dernier et dénonce exactement ce que Foodwatch dénonçait, c'était cette opacité à l'égard des consommateurs qui, pour les auditeurs européens, est inacceptable. Il est clair pour eux qu'ils auraient dû informer, que la France aurait dû informer les consommateurs, que ça n'a pas permis du coup de retirer, rappeler les produits, et c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et que ça permet à des produits frauduleux d'être encore aujourd'hui sur le marché, ce qui est absolument dingue. Le rapport va plus loin. Ils disent clairement que les contrôles parfois consistent simplement en des conversations, ce qui est quand même un peu léger, que certains contrôles sont faits après la filtration, donc ça ne permet pas du coup de repérer les filtres illégaux ou les procédés illégaux, ce qui est absolument dingue, puisqu'on le sait, un des contre-arguments qu'utilise l'industrie des minéraliers, c'est de dire « Oui, mais bon, on a fait ces filtrations pour protéger votre santé », parce qu'en fait, en vrai, l'ANSES avait pointé du doigt les révélations datent d'avril dernier, quand même, des contaminations avec des matières fécales, des PFAS, les contaminants éternels, des pesticides et autres joyeusetés qu'on n'a pas du tout envie de retrouver dans son eau. Et donc, les grandes marques disent « Oui, mais on a fait ça pour vous protéger ». Mais en fait, non, c'est pas du tout OK, c'est pas légal. L'article 5 de la directive sur l'eau dit clairement, dès lors qu'il y a un problème, on arrête la commercialisation. En fait, il n'y a même pas à tergiverser. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, ce rapport d'audit était super sévère. En fait, il disait clairement, le système tel qu'il existe, en fait, ne permet pas de détecter les fraudes et encore moins de les sanctionner. Donc, il n'y a pas de suivi administratif. Enfin, c'était affolant. Le tableau dressé était affolant. Donc, il y avait quelques recommandations, mais pas de sanctions, évidemment. C'était finalement l'obligation pour les autorités maintenant de passer à l'attaque. Mais concernant l'opacité des consommateurs, on y est toujours aujourd'hui. Or, dans de nombreux textes européens, l'information des consommateurs et la transparence, ce sont vraiment les mots qui sont utilisés. L'information des consommateurs et la transparence sont dans des textes depuis plus de 50 ans. Ça figure dans la charte des droits fondamentaux, c'est dans le TFUE, le traité, dans plein de réglementations. Ce qu'on appelle la General Food Law, c'est le règlement 178/2002. Dans les règlements sur les contrôles officiels, en fait, c'est au cœur
de la réglementation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, après le scandale de la vache folle et plus tard avec les lasagnes au cheval, cette question de transparence pour réguler aussi les marchés est fondamentale. Et si on n'a pas ça, en fait, on voit bien ce que ça donne aujourd'hui. Et malheureusement, nous, chez Foodwatch, on milite pour la transparence, on n'y est toujours pas. C'est la raison pour laquelle on fait beaucoup de bruit. Alors, ce sont des délits de tromperie du consommateur, des violations évidentes du Code de la consommation et du Code de la santé. Et pourtant, il ne semble pas que ces délits entrent dans le champ d'application de la CGIP. Alors, comment expliquer que le parquet d'Épinal ait accepté d'en signer une ? J'ai oublié de préciser qu'en fait, pourquoi notre plainte s'est retrouvée à Épinal ? En fait, il y avait une enquête qui était déjà menée depuis de longues années suite à des plaintes concernant des forages illégaux. Nestlé forait illégalement pour pomper l'eau qu'elle mettait en bouteille et qu'elle vendait absolument sans autorisation. Et donc, des ONG, des associations avec elles une mission environnementale avait porté plainte. Et donc, c'est dans le cadre de cette affaire que le tribunal s'en est saisi et a décidé finalement qu'il y avait une connexité et tant qu'on y était, on mettait la plainte de Foodwatch. Je le précise, pourquoi ? Parce qu'en fait, au final, la décision de la CGIP faisait peut-être sens pour les infractions au Code de l'environnement. Elle a été prévue initialement, on le sait, hein, la convention judiciaire d'intérêt public, qui dans notre cas n'a vraiment de public que le nom. Elle a été prévue initialement pour des faits de corruption. Je crois qu'elle s'est étendue à la fraude fiscale et ensuite à des infractions au Code de l'environnement, mais elle n'est pas du tout prévue pour la tromperie et la fraude. Et en l'occurrence, cette histoire de connexité, c'est quand même un peu une zone grise, puisque dans notre affaire, le tribunal n'a pas du tout démontré la connexité de cette affaire. Mais effectivement, nous, dans cette affaire, on a dû s'y opposer vivement. C'est-à-dire, dès qu'on a reçu ce courrier, on en a fait un en réponse, en disant « il n'est pas question pour nous que vous acceptiez l'homologation de cette CGIP ». Et voilà les raisons pour lesquelles on s'y oppose, en expliquant ce que je viens d'évoquer là, c'est qu'il fallait aller jusqu'au bout, que la CGIP n'était pas prévue pour les infractions au Code de la consommation et au Code de la santé publique, et qu'en l'occurrence, en fait, ça n'avait pas de sens. Et c'est vrai qu'au final, du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on a été écarté des débats. Ces transactions se font dans le secret. On n'a pas participé à la convention et de toute façon, on ne voulait pas être partie de cette espèce de mascarade quand même. Hein. C'était un peu vite réglé. On comprend qu'il s'agit là effectivement d'une étrangeté qui en matière pénale est extrêmement grave. Puisque, comme vous le disiez, effectivement, des entreprises vont s'adonner une sorte de justice parallèle dans les coulisses dont on n'entendra jamais parler et moyennant, effectivement, un chèque, un petit chèque, puisqu'on est également très frappé par le montant de l'amende qui était proposée. 2 millions d'euros, sachant que le groupe Nestlé a un chiffre annuel supérieur à 97 milliards d'euros et qu'il semble que le bénéfice tiré de la tromperie s'élèverait lui-même à plusieurs milliards, si j'ai bien compris. Elle s'est terminée par cet accord, cette amende de 2 millions d'euros et un peu d'argent, je pense, pour les associations environnementales, mais qui représentent absolument rien du tout. Nos collègues de Foodwatch Allemagne ont calculé que ça représentait même pas 99 minutes, je crois, par rapport au chiffre d'affaires de Nestlé pour payer cette amende, qui, on le sait, souvent, ces multinationales, en fait, mettent de l'argent de côté au cas où ils auraient à payer des petites choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment des miettes par rapport à ce que ça représente. Et donc, le souci, c'est que c'est pas du tout dissuasif. Et ils croyaient du coup que ça éteignait toute poursuite pénale, ce qui est vrai dans le cas des Vosges, mais c'était sans compter la détermination de Foodwatch, puisque après cette CGIP, on a dit non mais on va pas juste considérer que c'est terminé et que c'est plié, donc on a redéposé plainte, cette fois avec constitution de partie civile, en septembre 2024. Et donc une information judiciaire est ouverte ? Oui, depuis mi-février 2025, ce qui est exactement ce que nous voulions et ce qui démontre finalement qu'on avait raison de tenir bon et que les faits listés étaient suffisamment graves. Et donc ça, on s'en réjouit qu'enfin, après tant de révélations et tant de documents, parce que c'est quand même très très bien documenté, mais il y a enfin l'affaire qui est prise au sérieux et cette fois, on espère pas mise sous le tapis. Oui, et on espère que ça va jouer un rôle d'exemple également, puisque ces CGIP qui deviennent en fait une justice parallèle où les victimes ne sont pas écoutées, où les sanctions sont disproportionnées par rapport aux dommages, elles ont tendance à s'étendre. On en est actuellement à 55 CGIP déjà, ce qui est considérable. Donc effectivement, avec l'ouverture de cette information judiciaire,
vous allez peut-être permettre au public de connaître en fait cet instrument qui est un instrument de détournement finalement de la procédure judiciaire en France. On rappelle à cet égard que le Conseil d'État en 2016 avait été interrogé sur la création de la CJIP. Et le Conseil d'État avait souligné que la CJIP ne permettait pas à la justice pénale d'assurer pleinement sa mission, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, mission qui est de concourir à la restauration de la paix publique, à la prévention de la récidive. Alors, qu'en pensez-vous ? J'imagine que vous êtes effectivement dans la confirmation de ce que le Conseil d'État annonçait en 2016. Il y a de plus en plus d'acteurs du monde judiciaire, politique, associatif, qui demandent l'abrogation de la CJIP. Seriez-vous partant, vous, Foodwatch, de votre côté, pour vous mobiliser dans ce sens ? C'est une très bonne question et merci de me donner le chiffre du nombre de CJIP en France. Je ne le connaissais pas. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, Nestlé est assez coutumière. Ce n'est pas la première, en fait. Elle en a signé une autre en 2022. Pareil, parce qu'elle avait pollué une rivière, des tas de poissons étaient morts et elle avait signé, pareil, un petit chèque sur un coin de la table pour qu'il n'y ait pas de poursuite pénale. Donc, en fait, c'est important. Vous parliez de multirécidiviste. Finalement, c'est un peu comme si on dégainait cet outil par commodité, par efficacité, mais en fait, non, parce qu'il n'y a pas de sanction. Et donc, effectivement, on est dans des multinationales qui pensent qu'elles peuvent, ad vitam, répéter les mêmes infractions et qu'elles ne se feront pas avoir. Et puis surtout, c'est toute cette opacité. Qui, parmi les consommateurs, va aller lire la CJIP, en fait? Qui va s'intéresser finalement à tout ça? Pourquoi toutes ces enquêtes hyper documentées par des journalistes d'investigation extrêmement précieux? Pourquoi est-ce que ça finirait finalement en eau de boudin et nulle part? Pourquoi est-ce que cette fraude massive de grands acteurs qui ne sont pas censés ignorer la loi finirait au fond d'un tiroir parce que c'est réglé par un chèque? En fait, pour nous, c'est absolument impensable. Et cette impunité, on est petit, on est une ONG, mais pour nous, c'est fondamental de s'opposer à ce genre de pratique. Alors, la CJIP, je comprends qu'elle peut peut-être présenter un intérêt dans certains cas, on l'a dit, peut-être pour les associations environnementales. Ça ne nous appartient pas de juger. Nous, on a l'agrément consommation, donc ça nous permet d'ester en justice sur sur ce domaine et c'est notre mission. On comprend que peut-être pour des petites organisations, ça peut aider et ça permet d'avancer la procédure des forages légaux. Il me semble que ça faisait des années que c'était en cours. Donc voilà, à un moment, je pense que pour eux, c'est devenu peut-être une solution. Mais on voit bien que le champ d'application des conventions, au fil des années, s'est élargi. Mais en augmentant aussi, du coup, la part de zone grise. Et comme je le disais, cette histoire de connexité qui est un peu commode pour faire rentrer tout et n'importe quoi dans la CJIP, dans le cas de notre affaire, qui est la fraude massive, en fait, elle n'a pas du tout été démontrée. Donc, on n'a pas du tout été convaincus et on s'est opposé fermement, en fait. Pour nous, elle n'était pas du tout adaptée, n'était pas une réponse satisfaisante aux infractions qui sont quand même très, très, très graves. Ça ne répondait en rien. Donc voilà, clairement, il faut soit l'encadrer, soit faire en sorte qu'elle s'accompagne, mais de véritables sanctions dissuasives et pas juste un pourcentage rikiki, voire ridicule du chiffre d'affaires, ou bien carrément décider que la CJIP, non, pas question. En fait, ça s'applique pas à la fraude, ça s'applique pas à la tromperie, il n'en est pas question. Et on comprend que les tribunaux sont engorgés, que c'est compliqué de faire amener ces affaires jusqu'aux cours et tribunaux. Par exemple, l'affaire des lasagnes à la viande de cheval. Donc le cheval à la place du bœuf, il n'y avait pas que des lasagnes, il y avait énormément de produits qui a concerné l'Europe et qui a parfois été exporté hors Europe. Eh bien, en fait, elle a éclaté en 2013. Cette affaire, c'était à la faveur de révélations de l'Irlande, fin 2012, éclatée en 2013, et elle a été jugée presque 10 ans après. Donc on comprend que ce genre d'affaire met une éternité avant d'arriver à une résolution. Une éternité, certes, mais des condamnations. Qui dit condamnation dit réellement une sanction pénale. Mmh. Et qui dit sanction pénale dit souvent aussi pour les entreprises, et ça c'est très important, le fait de ne plus pouvoir participer à des appels d'offres publics ou traiter avec des entreprises qui ont des vraies exigences éthiques en matière de sanctions pénales. Et donc, effectivement, ça peut être long. Malheureusement, la justice en France a très très peu de moyens. En tout cas, une sanction pénale, c'est très, très dissuasif pour beaucoup d'entreprises. On l'a vu pour les banques, pour des entreprises comme les entreprises de construction ou les entreprises aériennes.
C'est elles, souvent, qui se dirigent vers une CEGIP parce qu'elles ne souhaitent pas avoir de casier judiciaire. Ça leur fermerait les portes d'un grand nombre d'appels d'offres et de contrats de façon générale. Donc, il est sûr que même si les procès classiques, je dirais, peuvent mettre énormément de temps, ils ont une fonction dissuasive qui reste très, très importante. Si Nestlé, demain, ne pouvait plus participer à des appels d'offres, parce que Nestlé, j'imagine, fournit des collectivités, etc. Exactement, ce serait extrêmement dissuasif. Donc, effectivement, on peut se poser la question de savoir, entre une justice qui prend du temps et une justice de coulisses qui permet à ces entreprises de continuer de fonctionner et de livrer le public. Voilà, quel est ce qui est de plus protecteur finalement pour le consommateur en l'occurrence. Absolument, c'est la raison pour laquelle on a redéposé plainte. Ingrid, merci beaucoup d'être venue nous parler à la fois des conséquences de la CEGIP dans votre cas et nous avoir fait part de tous les détails et de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre justement avec ces nouvelles plaintes, de façon à pouvoir effectivement mettre fin à cette opacité qui est problématique pour tous les consommateurs. Merci à vous, merci à Foodwatch France. Je vous remercie pour l'invitation, je vous remercie de partager notre travail, le travail de Foodwatch avec vos auditeurs. Et puis suivez-nous, simplement, rendez-vous sur foodwatch.fr et continuez de suivre, parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Donc merci beaucoup. Merci Ingrid. Plus d'informations sur anticorps.org.